ces armes nucléaires, elles sont incluses dans une stratégie qu'on appelle la dissuasion. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, et est-ce que la dissuasion, elle est rationnelle d'un point de vue stratégique comme ça? Alors en effet, au début, quand les armes nucléaires ont été conçues et utilisées la première fois en 1945, on n'est pas encore vraiment dans la dissuasion. C'est un concept qui s'est rattaché très rapidement. En revanche, en fait, dès qu'on a compris les effets potentiels de cette arme, avec ses capacités. L'idée de la dissuasion, c'est très simple, c'est que on menace de quelque chose particulièrement effrayant et terrible pour éviter une agression. Donc c'est vraiment une stratégie qui est censée être défensive et qui est censée être pour empêcher un conflit majeur d'émerger. L'utilisation qui a été faite pendant toute la guerre froide et jusqu'à maintenant, c'était vraiment de dire, bah voilà, on est deux puissances majeures au début, l'Union soviétique et les États-Unis. On a de nombreuses raisons de rentrer en conflit, il y a une hostilité forte, mais on comprend que si on rentre en conflit, on va aboutir à notre annihilation mutuelle, et donc c'est impossible, et donc il faut pas le faire, et donc on évite, il y a des lignes rouges qu'on ne franchit pas. C'est en effet une théorie qui s'est vraiment rattachée à l'arme nucléaire. Ça veut pas dire que ça n'existait pas avant, qu'il n'y a pas eu des formes de dissuasion dans l'histoire avec différents autres capacités militaires, mais c'est vraiment les théoriciens, les stratèges des années 50-60 ont immédiatement vu à quel point l'arme nucléaire avait un lien très fort avec cette théorie-là, du fait de ses effets absolument apocalyptiques potentiels. Il y avait évidemment une capacité à dissuader que n'ont pas d'autres systèmes d'armes. C'est une capacité qui repose fondamentalement sur un pari de la rationalité. Et le pari, c'est de dire que l'adversaire va comprendre qu'il doit reculer et qu'il ne doit jamais aller à un niveau où l'arme nucléaire est utilisée. C'est une arme qui doit jamais être utilisée parce qu'on comprend, surtout au moment où on fait les explosions de bombes H, etc., dans les années 50-60, quand les arsenaux se développent de manière absolument exponentielle, on comprend qu'on peut avoir des conséquences purement et simplement de destruction de son propre pays. Et donc, l'idée, c'est qu'un leader rationnel ne peut pas aller jusque-là. Donc, c'est une théorie qui repose en effet sur la rationalité pour s'appliquer. Est-ce que c'est possible que finalement ce soit un peu fallacieux dans le sens où on n'est pas toujours sûr que l'ennemi sera rationnel, ou l'adversaire potentiel, et dans le cas par exemple d'un petit peu un chien fou comme en Corée du Nord, on n'est pas sûr de quel pion il peut jouer, donc dans quelle mesure cette dissuasion peut échouer? Alors ça, c'est un débat qui en fait alimente qui est perceptible depuis les débuts de la dissuasion, et on a toujours eu l'idée est-ce que l'adversaire est forcément rationnel? Alors au début, on se disait est-ce que les communistes sont rationnels du côté américain? Est-ce qu'ils pensent comme nous, etc. Après, on s'est dit voilà des dirigeants qui sont mus par vraiment par des idéologies très fortes, que ce soit communiste ou quelle que soit l'idée qui est le régime qui sous-tend le régime nord-coréen, religieux peut-être ailleurs, etc. Est-ce que on peut avoir des dirigeants qui ont une autre rationalité ou qui n'en ont pas ou qui ne s'intéressent pas à la survie de leur peuple, pour qui c'est finalement accessoire et qui ont peut-être un but ultime de destruction plus fort, etc. Et donc, il y a toujours un peu eu deux écoles entre ceux qui disent on peut pas parier sur la rationalité, on n'a peut-être pas la même, et puis en plus, ce qui est rationnel pour moi n'est peut-être pas pour un autre. Les lignes rouges, c'est peut-être pas entièrement compréhensible de la même manière avec l'adversaire. Est-ce qu'on se comprend vraiment, etc. Et puis, une autre école qui va vous dire, en fait, ce qu'on observe à la fois depuis 45, on va dire de manière empirique, et puis ce qui est quand même intuitif, c'est que aucun leader, quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa culture, etc., ne peut souhaiter la destruction entière de son pays, y compris de sa personne, etc. On voit bien que personne n'a fait ce choix depuis 45, même les personnes qui étaient les plus folles, et d'ailleurs qui n'ont pas forcément été que dans des régimes, on va dire,
un peu fantasque, mais on a bien vu même aux États-Unis des présidents qui n'étaient pas toujours avec une stabilité mentale absolument garantie. Mais même dans ces conditions, on a l'impression qu'il y a toujours eu quand même une forme, alors on peut appeler ça une forme de rationalité ou d'intérêt réel qui était de jamais conduire à sa propre perte. Donc il y a vraiment deux écoles aujourd'hui et malheureusement, enfin, je pense qu'elles sont assez irréconciliables. Mais ce qui est certain, c'est que avec la multiplication des puissances nucléaires, le fait que c'était pas seulement un Russe et un Américain comme ça avait été pendant de nombreuses années, que ça a été des personnes avec des cultures stratégiques très différentes, des idéologies très différentes, des régimes très différents, on a quand même l'impression qu'il y a une certaine dialogue ou pratique de la dissuasion qui s'est un peu imposée dans l'ensemble de ces pays. Que quand les Indiens parlent de dissuasion, les Pakistanais, les Nord-Coréens, ils utilisent quand même un langage qui est pas forcément similaire, mais qui a tendance à reprendre certains concepts ou certains mots, et on a l'impression que finalement cette doctrine est comprise dans des contextes stratégiques très très différents. Après, voilà, je pense que la question est finalement assez difficile à résoudre parce que c'est peut-être autant une question psychologique, sociale, etc., qu'une question vraiment purement stratégique.